Et je suis à Paris, à côté de Aurore Larcher. Bonjour Yann. La Martinique à Paris. Oui, la Martinique à Paris. J'ai ramené le soleil depuis 15 Oui, jours. oui, enfin bon, ça commence à être un petit peu nuageux, mais on n'est pas là pour faire la météo. Bien entendu, on est là pour parler de tes livres et de ta vie. Aurore Larcher, son dernier livre, à ce jour. Et écoute, Ton âme elle te... parle. Écoute ton âme, elle te parle aux éditions Guitry Daniel. Précédemment, il y avait La conscience éveillée. La conscience éveillée aux éditions d'Hervé Comte Daniel. Et puis il y a aussi, on le fait apparaître, ping, le premier. La matrice originelle. Matrice originelle qui était un peu plus scientifique. Enfin, voilà. Parce que Aurore Larcher est de base scientifique. Mais tu vas me dire qui tu es parce que je ne te connais pas du tout. Si ce n'est à travers Internet et des livres que j'ai eu le plaisir de lire, que c'est bien écrit. C'est vrai? Oh oui. Allez, avant de te présenter, alors le dernier là, écoute ton âme, elle te parle. C'est bien parce que déjà, tu taxes sur la mythologie et sur les 12 travaux d'Hercule, mais aussi tu donnes ton journal intime universel, si je puis dire, parce que ça répond à tout le monde, et tu racontes un peu ta vie, et tu racontes un petit peu où on en est, et donc c'est écrit en italique, donc ça fait des petites parenthèses, mais ça fait aussi un suivi, c'est une série, ça fait une saga, on voit que ça part mal, mais que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'ai intégré un petit personnage en fait dedans pour montrer un petit peu ce que ça pourrait être concrètement que l'évolution de l'âme à travers l'être humain, en fait. Ça parle à tout le monde. Donc ça parle à tout le monde. Mais c'est ta vie. Pas complètement. C'est romancé un petit peu quand même. Mais il y a beaucoup de parts de ma vie aussi, oui. Alors, qui es-tu ? Alors, qui je suis? Je suis Aurore Larcher déjà. J'ai travaillé pendant 17 ans dans le nucléaire, dans une grande industrie nucléaire. C'est pour ça ce chapeau lumineux. Ah non, c'est une lampe, pardon. Et j'étais responsable de la performance des installations nucléaires de toute la France. T'as pas fait l'EPR parce qu'il est toujours pas en fonctionnement. Hein. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'EPR. Mais t'as pas fait l'installation. J'ai pas fait l'installation, je m'occupais plutôt du démantèlement. Quand D'accord. je m'occupais de la performance des installations. Et puis j'ai fait aussi tout ce qui était... J'étais responsable de la communication sur la sûreté nucléaire et la radioprotection. On va parler un petit peu du nucléaire, mais pour l'instant on parle de Aurore Larcher. Oui, du nucléaire. Donc en fait, du coup, pendant 17 ans j'ai fait ça. Et j'ai eu un gros souci de santé. En fait, je travaillais très dur, comme tout le monde, c'est-à-dire je travaillais, je rentrais très tard, j'avais les enfants à m'occuper, etc. Et puis, j'en pouvais plus, j'ai fait un premier burn-out et j'ai pas voulu écouter ni mon corps, ni mon âme. Et du coup, j'ai continué. Et là, ma hanche m'a dit stop, on arrête. Donc, j'ai eu un souci de hanche. Je me suis aperçue que c'était quelque chose d'important. J'ai eu une opération de la hanche. Et puis après, j'ai pas pu marcher pendant 2 ans, quasiment. Et donc, j'avais des béquilles, j'avais 4 enfants, des béquilles. C'était très, très, très compliqué. Heureusement que j'ai un mari extraordinaire qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Mais pour une femme qui a des enfants plutôt jeunes, voilà, à peu près jeune. Toujours jeune. Un petit peu jeune. Enfin, il y a la hanche gauche, la hanche droite. Eh bien, c'est la hanche gauche. La gauche, qui t'a lâché comme ça? Oui, en fait, au fur et à mesure, j'ai arrêté de marcher. On a fait des examens, etc. pour voir. Et en fait, il y avait un problème de la brome. Enfin, bon, voilà. Ils ont été obligés de déclamper la hanche, raboter. Enfin, bon, ça a été un petit peu une charcuterie. D'accord. Puis t'as eu 2 ans pour après essayer de... Et après, normalement, je devais remarcher tout de suite. Et j'ai pas pu remarcher tout de suite. Donc, je me suis retrouvée avec des béquilles. Donc à arrêter de travailler, et il a fallu que je ne pouvais plus sortir et que je ne pouvais plus rien faire, que je travaille un peu sur moi. C'est-à-dire, je ne pourrais plus jamais, parce que le docteur m'avait dit, vous ne pourrez plus jamais marcher comme avant. Donc du coup, il a fallu quand même que je travaille un peu sur qui j'étais, ce que j'étais, ce que je représentais dans la société, est-ce que c'était vraiment moi, et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre avec moi. Et pourquoi tu as ce problème à la hanche aussi? T'as dû te poser la question. C'est la direction. Alors sur le coup, je ne me suis pas posé de questions. Parce que sur le coup, moi, la spiritualité, je n'y connaissais rien. Que le nucléaire. Voilà. C'est après que, quand j'ai vécu, parce qu'après on est parti en Martinique avec mon mari, et là j'ai vécu un éveil fulgurant. À ce moment-là, j'ai pris peur.
Alors ça, faut me le raconter. Enfin, à moi, bon, je connais à peu près, mais à tout le monde, faut raconter cet éveil spirituel spontané Oui, ça a été... en Martinique. Ce n'est pas lié à quoi que ce soit lié au voyage ou à l'intervention chirurgicale. Ah non, 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 pas du tout. Hein. Moi, J'arrive en Martinique, raconte. Alors j'arrive en Martinique et puis comme tout le monde, je me dis bon ben il va falloir à un moment donné que je me baigne, que je me baigne, non, que je travaille. Et c'était un peu compliqué parce que j'avais encore des béquilles et donc je me disais mais je pourrais même pas faire consultant en organisation, ça va être compliqué. Mais mon mari avait trouvé un travail quand même, hein. Donc je me suis dit bon il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire, il faut que je me forme ailleurs. Et de fil en aiguille, on a continué, moi je restais à l'intérieur de moi-même, je dirais, et j'ai voulu essayer de soigner ma hanche. J'avais vu que l'hypnose marchait très bien, donc j'ai essayé, première fois dans mon lit. Auto-hypnose donc. Voilà, première fois dans mon lit, et puis je vois que en travaillant sur la douleur, ça marchait très bien. Et donc je me dis, c'est super ce truc-là, je vais faire ça, on avait un petit jacuzzi à l'époque dans l'appartement, bon. C'est vrai que les gens me disent, oh la chance. Bon, c'est vrai qu'en Martinique, il fait tellement chaud que quand on a un petit endroit, on essaye de mettre un peu d'eau. Donc j'ai un petit jacuzzi, je me mets dedans. Mon mari était parti au travail, les enfants à l'école. Et là, je me dis, je vais essayer de soigner ma hanche. Et donc, je ferme les yeux. Et là, ça a été vraiment particulier. Mais encore une fois, sur le coup, j'ai pas pris l'ampleur du phénomène. Pas du tout. Je me suis retrouvée à 10 mètres au-dessus. Je ressentais tout ce qui se passait dans les arbres. Mais je ressentais avec tous mes sens, c'est-à-dire j'avais l'impression de pouvoir les voir, les sentir, les humer, et puis entendre tout le bruit de ce qui se passait à l'intérieur des arbres. Donc j'avais à la fois la sensation, l'odeur, j'avais la vision qui était là, comme si l'arbre était vivant, mais qu'à l'intérieur il y avait des crépitements. Et je ressentais tous les arbres qu'il y avait autour de moi. Toute la nature, je ressentais comme si tout ce qui était autour de moi était totalement vivant, vibrant autour de moi en fait. Je ressentais tout. Et en l'espace de quelques secondes, là ça a été quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un de scientifique, j'avais l'impression de tout connaître sur tout en un seul point, au même endroit, et que toute la connaissance de tout l'univers était là. Alors, c'est très difficile à expliquer parce que là, vous me dites, vous pouvez me dire, oui, mais comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout était là. Accessible comme un super ordinateur, un tout de suite, au même endroit, au même point, dans le même temps. Tu as dit le terme impression. Oui. Tu l'as vérifié que tu savais tout ou pas? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis revenue à moi. Et là, vous savez, comme un rêve qu'on a envie de récupérer. Je dis, non, je veux encore tout savoir, je veux avoir cette sensation-là. Il n'y avait plus rien. Mais j'avais vraiment eu cette impression d'avoir eu accès à tout au même moment. C'était une sensation très particulière que j'avais jamais vécue. Et puis, tout au même moment, comme si ça pouvait exister réellement, en fait. Pour moi, ça existait réellement. Et donc, je suis ressortie de mon jacuzzi. Et là, j'avais pas conscience, parce que je ne connaissais pas la spiritualité à ce moment-là. Donc, j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait. C'est le soir, mon mari rentre, et je lui dis, écoute, je vais écrire un livre. Il faut absolument que j'écrive parce que tu comprends, l'eau a une conscience, la physique quantique a des choses à expliquer, et en fait, et tout ça, il me dit, mais comment tu sais tout ça? Alors, je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai dû lire Science et Vie, des choses quand j'étais plus jeune, et donc ça m'est revenu, mais ça m'est revenu. Et il y a des liens entre tout ça, et je dois faire des liens entre la physique quantique, la conscience de l'eau, la fleur de vie, et les mathématiques. Et je dis, et là, tout ça, c'est lié. Et je me suis mis à écrire. J'ai écrit en 2 mois. Quelque chose d'assez complexe, parce que la matrice originelle est assez complexe. C'est parti très vite, j'ai écrit au kilomètre. Et puis, je ne savais toujours pas qu'il y avait quelque chose de spirituel. Je trouvais que c'était très bizarre. Je disais à mes parents, mais j'écris. Mes parents me disaient, non mais Aurore, tu n'y arriveras jamais, être écrivain, faut arrêter, il faut trouver un vrai travail en fait. Et je dis non, ça va marcher. Il va sortir, il sera édité. J'en étais mais intimement convaincue, comme si c'était normal, qu'il allait sortir. Et donc, à ce moment-là, j'ai continué à écrire.
Et puis les choses se sont, au fur et à mesure, toute ma vie, je l'ai écrit dans La conscience éveillée aussi, a pris une tournure totalement différente, avec des synchronicités incroyables. Je suis allée faire une formation d'hypnose, alors c'était pas mon truc, je voulais faire de la PNL. Parce que la PNL, c'était beaucoup plus carré. Je me suis dit, non, si je dois faire quelque chose, c'est carré PNL. C'est carré, l'hypnose, la sophrologie, oui. Tu te soignais un petit peu sous hypnose. Oui, mais en 2017, c'était pas encore quelque chose de très scientifique. Depuis Mesmer, c'est scientifique. Enfin bon. Oui, alors pour moi, c'était pas scientifique en tout cas. Tu n'étais pas intéressé par ce style-là. Pour moi, c'était pas mathématique en fait. C'était même un peu magique c'était magique. Donc je me disais non, je vais faire de la PNL. Et puis tout m'a amené à aller faire de l'hypnose, à être formée en hypnose. Et là, c'est pendant ma formation d'hypnose, ça a été... Alors là, tu es encore parti. Voilà, là, ça a été... Voyage astral. Oui, il y a eu beaucoup de choses et c'était effrayant même, parce que j'ai rien vu qui faisait peur, en fait. Ça a toujours été merveilleux, ce que j'ai vécu. Mais c'était effrayant pour moi parce que je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que je ne serais pas en train de devenir folle ? Exactement, c'est ce que je me suis dit. Et c'est là où, en fait, j'ai appelé Isnoé. Donc ça, c'est des médecins, en fait, scientifiques qui analysent les consciences modifiées atypiques. Ils sont basés Ils sont basés en Suisse. C'est ça, oui. Et en fait, j'ai échangé et là, j'étais complètement perdue. Je me suis dit, mais... Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Oui. J'ai vrillé. Et en fait, ils m'ont dit, non, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, j'ai eu beaucoup d'échanges, en fait, avec eux par message, essentiellement, puis après au téléphone. Un véritable message informatique. Oui, pas par télépathie. Voilà. Et donc, ils m'ont suivi, comme ça, un petit peu, ils m'ont accompagné. Et puis, écoutez, ça m'a rassurée, parce que déjà, c'était quand même une caution un peu scientifique. Ils t'ont donné un cadre. Ils m'ont donné un cadre, ils m'ont dit de ne pas avoir peur, de laisser faire les choses, parce qu'au début, tout me portait à aller faire des consciences modifiées. Et moi, je voulais pas y aller, en fait. Je voulais absolument pas y aller. C'était hors de question que je me laisse... Moi qui étais quand même très contrôlante, c'était hors de question que je lâche. Et puis, ils m'ont appris ça. Et puis j'ai appris aussi, j'ai vu que c'était pas dangereux, j'ai vu que, voilà, et puis au fur et à mesure, les expériences sont arrivées. Voilà, et puis maintenant, ça fait partie de mon quotidien, mais ça s'est transformé, parce que c'est pour ça que j'ai écrit « Écoute ton âme, elle te parle ». Ça s'est transformé. Ça s'est transformé en vraiment, pour moi, c'est une évolution vers quelque chose de sage, en fait. Donc il y a des tas de choses que je laisse aller, que je laisse vivre, et je fais confiance de plus en plus à la vie, parce que c'est comme un chemin initiatique. Et c'est un peu ce que j'explique dans Écoute ton âme, c'est vraiment un chemin initiatique de libération. Alors, c'est pas que tout rose, parce qu'en fait, c'est comme si, j'ai vraiment cette impression-là, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, c'est que à la fois, je peux vivre des choses extraordinaires, parce que je trouve ça extraordinaire, et puis, en même temps, on me donne des expériences qui, des fois, sont pas extraordinaires. Et les expériences pas extraordinaires sont surtout matérielles. Alors, matériel, psychique, émotionnel, c'est comme si... Mais en fait, à chaque fois, quand je vis les expériences, je me dis, bon, qu'est-ce que cette expérience a à m'apprendre ? Comme l'un des travaux d'Hercule, par exemple. Voilà, qu'est-ce que cette émotion veut dire chez moi ? Qu'est-ce qu'elle me dit, l'émotion que j'ai ? Quand je pleure, qu'est-ce que cette émotion me dit ? Pourquoi j'aime pas ça ? Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'aime pas ? Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi je suis blessée ? Pourquoi je ressemble à mon père ? Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir des expériences désagréables pour le savoir, ça ? Alors, dans mon cas, je crois que oui. Parce qu'en fait, c'est en vivant réellement l'expérience, que ce soit spirituelle ou que ce soit une expérience de développement personnel ou une expérience de vie, c'est quand on la vit qu'on se l'imprègne. Est-ce vraiment obligatoire de se prendre des claques pour s'élever ? Est-ce que lire un livre et la vie de quelqu'un, ou voir un film et être autant ému, avoir autant d'émotions, n'est pas suffisant plutôt que de vivre vraiment des tristesses ? Alors, quand on a des émotions déjà en lisant un livre, c'est que déjà il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a travaillé. C'est que déjà notre partie d'humanité a travaillé. Déjà on sait lire. Donc déjà on sait lire, mais la partie humaine à l'intérieur de nous a déjà travaillé. Oui. Mais il y a plusieurs parts à l'intérieur de nous qui doivent travailler. Vous savez, il y a des gens qui viennent me voir, parce qu'en même temps je suis
thérapeute, hypnothérapeute. Il y a des gens qui viennent me voir dans mon cabinet, je fais des suivis thérapeutiques, et ils me disent, mais pourquoi il m'arrive toujours la même chose? Je vis toujours les mêmes galères ou les mêmes problèmes amoureux, ou voilà. Et en fait, on travaille ensemble, et souvent, elles découvrent toutes seules que en fait c'est quelque chose qu'elles doivent changer. C'est des peurs qu'elles doivent travailler, et elles vont répéter les mêmes schémas parce qu'elles n'ont pas assez travaillé leurs peurs ou leurs blessures. Bien entendu, si tu n'as pas compris sur telle erreur qu'il fallait en tirer Voilà. une conséquence et un changement. Exactement. Et il y a des gens qui me disent, mais pourtant je lis plein de livres de développement personnel, je les connais tous, j'en connais plein. Et je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais parce que je crois vraiment que l'expérience est importante. Mais ce n'est pas en tant que telle. C'est-à-dire l'expérience est importante à partir du moment où on la vit de manière positive. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est clair que moi, quand je vis une expérience difficile, des fois de deuil, etc., j'essaye toujours de me dire, bon, qu'est-ce que cette expérience, elle m'apprend sur mon attachement, sur mon émotion, sur qu'est-ce qui résonne à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je dois vivre cet événement. La mort de ma grand-mère est arrivée, ça a été extrêmement douloureux et difficile. Et bien, je suis rentrée à l'intérieur de moi pour me dire, bon, qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'elle est là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté de son vivant? Qu'est-ce que j'ai gardé d'elle? Et c'est ça qui est précieux. Qu'est-ce que j'ai gardé de la mort de ma grand-mère? De sa vie surtout. Qu'est-ce que j'ai gardé de sa vie? Qu'est-ce qu'elle m'a enseigné? Qu'est-ce que dans ces cellules qu'elle m'a données à travers mon père, qu'est-ce que j'ai gardé? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est merveilleux, mais ça peut pousser à d'autres questions. Et déjà se poser la question sur la mort. Oui, oui, alors après la mort, c'est toujours extrêmement compliqué parce qu'on la vit toujours différemment. Mais la mort, quand on entend quelqu'un, enfin quand on a quelqu'un de proche de nous qui est décédé, ce qui est difficile, c'est l'attachement matériel que l'on a à cette personne, l'attachement physique. C'est la séparation. Toucher, voilà. Le toucher, l'envie de l'embrasser, de lui parler, c'est ça qui nous manque. Mais en fait, c'est un manque qui nous est personnel, qui nous est très personnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut transvaser ces choses-là, en se disant, je vais me rappeler de sa vie. Je vais me rappeler de ce qu'elle m'a apporté, des échanges. Ça, tu l'as dit. Voilà. Et on peut aussi penser à elle. Oui, penser à elle dans ces moments joyeux. Non, mais d'accord, pour le passé, oui. Mais pour le présent. Ouais. Savoir qu'elle est ailleurs est peut-être encore mieux. Alors, après, moi, chacun a ses croyances. Moi, ça, j'y crois. Je crois qu'elle est mieux. Avec tes expériences oui, extrasensorielles, tu as capté quelque chose? Oui, avec ce que je vis. Alors, moi, je ne vois pas de gens, certains vont dire les morts, etc. Moi, je n'en vois pas. Et d'ailleurs, ma grand-mère, j'aurais aimé presque la voir, mais je ne l'ai pas vue. Par contre, je l'ai ressentie, mais je ne l'ai pas vue. Et en fait, dans ma croyance, mais encore une fois, c'est très compliqué parce que quand je pars, ce que j'essaye d'apprendre aussi aux autres, c'est que quand on part comme ça, c'est très symbolique ce qu'on vit. Donc, il ne faut pas faire d'interprétation du mental. Il faut prendre le recul et se dire, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Pourquoi je l'ai vécu? Et souvent, c'est peut-être des mois après qu'on peut se dire, ah mais c'était ça. C'était ça la symbolique. C'était ça la symbolique. Alors, n'empêche qu'il faut avoir un sacré mental pour pouvoir se ressourcer après des grosses épreuves. Oui. Dans le livre, on a parlé, je disais... Le mental est utile. Voilà, je disais corps, mental, esprit, pour se reconnecter avec son âme. Ouais. Dans le livre aussi, j'ai oublié de le dire, il y a comme support scientifique, si je puis dire, Carl Gustav Jung. Ah, oui. Parce qu'il est là, présent tout le temps. C'est bien parce que faut pouvoir le lire, Carl Gustav Jung. Et là, au moins, tu ressors les 2-3 passages qui sont les plus percutants. Et ça étaye, bien sûr, tes propos. Je voulais te dire un truc, effectivement. Tu parlais de synchronicité. C'est étonnant avec ce livre, j'en ai eu plein aussi.
c'est vrai, c'est marrant. Mais oui, mais alors, première dans ces fois cas-là, qu'on- quand je me dis, oh, ça c'est bon, c'est du bon livre, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Alors, je te le raconte parce que je l'ai noté, j'étais en train de lire la fin du livre où justement, en italique, tu racontes une personne qui est morte et qui dit, mais je vais le lire. La personne dit, je vais mourir, mais enfin bon, je synthétise, hein. Mais ne t'inquiète pas, tu verras, je saurai tout et je saurai rien, et dans ce rien, je saurai tout. Enfin, Oui. voilà. Je serai dans chaque grain de vie, chaque particule, je serai partout, je serai à l'intérieur de toi, sur tes vêtements, Voilà, je serai tu ne me partout. perds pas parce que je suis dans ta vie, Je suis partout. je suis partout. Et à ce moment-là, ma petite femme me dit, tiens, au fait, j'ai entendu sur une radio une super phrase de Victor Hugo, oh, faut que je te la... Mais à ce moment-là, elle voyait pas que j'étais en train de lire ton livre, et surtout pas cette page-là, et elle me dit, oh, c'est beau comme phrase, alors je suppose qu'il l'a écrit pour Léopoldine, la fille perdue. Et donc la phrase de Victor Hugo, pile poil, au moment où j'étais en train de lire ce passage, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es là partout où je suis. Ouais. Victor Hugo, c'est exactement la même chose. Oui, c'est ça. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, de ce que j'ai vécu, en tout cas ce que je peux... Après, c'est mon mental, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on peut être partout et nulle part. On peut être partout à la fois. Et donc, quand on décède, c'est l'histoire des particules de la physique quantique. On est partout. Et donc... voilà, ma grand-mère, elle est partout, elle me suit partout, elle est partout. Et je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que on fait partie de cet univers. En fait, quand tu vois une fleur, elle va naître, elle va grandir, elle va s'épanouir, et puis elle va se refermer, elle va tomber, elle va rentrer dans la terre, et en fait, elle va être très utile à la terre. Parce qu'elle va permettre à la terre de pouvoir s'alimenter pour justement refaire naître une autre fleur qui aura finalement toutes les particules de cette fleur qui était là. Donc voilà, mais ça c'est vraiment le rythme de la vie, c'est la vie, c'est tout, les plantes, tout ce qui est vivant est comme ça. Donc que ce soit ma grand-mère ou on est toujours là, et la particule est toujours là. Oui, pour le matériel. Et pour l'âme? Pour l'âme, alors, j'ai pas... Parce que là, j'ai eu une discussion, justement, avec mon père que j'ai vu il y a pas longtemps. Il me dit, mais alors, pour toi, l'âme, elle fait quoi après? Elle va où? Et comment ça se passe? Et elle revient comment dans les corps, etc. Mais je ne sais pas. Je peux pas dire que je sais. Je l'ai pas vécu. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les preuves. Et donc, il faut que... Tout ce que j'écris, il faut que j'ai des preuves. Mais tu vas plus loin parce que tu parles de l'âme ultime. Alors, ce que j'explique, c'est que là, je l'ai vécu. C'est-à-dire, je ressens qu'on a quelque chose que moi j'appelle l'âme qui va voyager partout et qui est capable d'être à plein d'endroits, à plein de moments en même temps. Et ça, je l'ai vécu. Donc, et je l'ai vécu et en plus, j'en ai eu des preuves. C'est-à-dire que, alors, des preuves dans le sens où j'ai vécu des choses qui m'ont, par exemple, les tremblements de terre, je les ressentais à l'intérieur de moi. Mais ça, c'était pas mental. C'était pas mon corps. Il se passait quelque chose de vibratoire qui m'a dit, il va y avoir un tremblement de terre. Et après, j'étais comme un chien à chercher, à ranger, à aller voir mes enfants, fermer les fenêtres, enlever les trucs qui étaient trop hauts dans les placards, etc. Et le lendemain, il y a eu un gros tremblement de terre en Martinique. Il y a plein d'exemples. Par exemple, et je l'explique un petit peu dans la conscience éveillée, il m'est arrivé quelque chose où j'étais en relation avec mon mari et je lui dis, écoute, il faudrait que tu surveilles quand même cette personne parce que je ressens qu'il faut que je t'appelle. Et il me dit, ah bah justement, c'est des personnes qui sont très surveillées en Martinique, etc. Bon, il me dit, il faut que j'en sache plus. Et donc, il me dit, va faire que ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire rentre en transe, quoi. En gros, c'est ça. Alors, je dis, bon, ok, je vais essayer. Donc, je m'allonge, parce que je m'allonge toujours, moi, quand je fais ça, à cause de ma hanche. J'ai pris l'habitude, donc je suis toujours allongée dans mon lit. Et là, je vois un bateau de pêche. Alors, un bateau de pêche avec des gros thons
des énormes poissons, et à l'intérieur, quelqu'un qui avait des gants, qui ouvre le poisson, et dedans des armes. Et là, je me dis, bon... Et donc je l'appelle, je lui dis, écoute, c'est n'importe quoi ce que j'ai vu. J'ai vu un bateau de pêche avec, comme si c'était la police qui était là, qui ouvrait les poissons, il y avait plein d'armes à l'intérieur, des gros poissons. Et je lui dis donc, voilà, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Et quelques mois après, peut-être 3, 4 ou 5 mois après, mon mari va à une réunion, et puis là, on lui dit... on a démantelé tout un réseau en Martinique. De thon. Voilà, de thon qui arrivent de je ne sais pas où, mais en tout cas qui arrivent dans des gros bateaux. Et dedans, ils ont des armes. Est-ce que ton mari est gendarme Il est dans la police. Oui. Mais comment tu arrives à te mettre en conscience modifiée? Bon, j'ai bien compris, tu t'allonges. Ok. Alors, ouais. Mais ensuite, tu as demandé, pour cet exemple bien précis, tu as demandé à ton esprit ou à ton âme de voir ce que tu voulais... Alors, comment ça a fonctionné, cette affaire? Oui, alors c'est vrai que ça c'est très intéressant parce que je ne l'explique pas tout le temps. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon mari m'a dit, essaye de savoir. Oui. Donc, je m'allonge sur mon lit et puis je dis mentalement, donc je demande mentalement à ce que j'ai la réponse, que à vouloir en savoir plus. Je le dis dans ma tête, je dis voilà, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas qui c'est, mais s'il vous plaît, voilà, si c'est possible d'en savoir plus, je serais très contente. Voilà. Comme une prière. Voilà, une prière qui est, moi je suis très naturelle en fait, comme je vous parle, mais je dis voilà, est-ce que je pourrais en savoir plus sur le sujet? Ensuite, je m'allonge. Et là, moi, je me mets toujours comme ça, allongée. Je ferme les yeux. Et alors, moi, alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais quand je ferme les yeux, qu'il fasse nuit ou pas, j'ai toujours des couleurs dans les yeux. Alors, il y en a qui vivent ça, et puis d'autres qui n'ont pas ça, qui voient tout noir. Il y en a qui font beaucoup Internet, d'écran d'ordinateur, et après les yeux, oula, il y a de la couleur. Hein. Peut-être. Et donc, moi, j'ai toujours des couleurs, même la nuit, j'ai des couleurs. Donc, ce que je fais, c'est que je me focalise sur mes couleurs. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il faut se focaliser sur quelque chose. Alors, moi, c'est dans mes yeux, je vois des couleurs, des formes, je les laisse traverser, je les suis. Je les suis. Et je les suis, et quand je lâche, je ressuis la couleur. Là, je ressuis. Et pendant ce temps, je suis capable donc d'observer cette couleur-là et de ressentir les vibrations de mon corps. Et donc là, j'observe que mon corps se met en vibration, ou en tout cas, il est toujours en vibration, mais je les ressens beaucoup plus. Et je laisse mon corps avec cette vibration que je ressens de plus en plus. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche. C'est-à-dire, et je le sens là. Je ne sais pas pourquoi. Je sens ici comme quelque chose qui appuie, ou une pression, ou quelque chose qui s'ouvre. Alors, je veux pas faire d'interprétation, mais c'est comme ça que ça m'arrive à moi. Et là, je sens que je suis prête. Donc, là, à ce moment-là, je déconnecte. C'est-à-dire, je suis plus dans mes yeux, je ne suis plus dans mon corps, et je laisse aller. Je laisse aller complètement les choses. Et là, des fois, j'ai des images qui arrivent, des choses. Des tons avec des armes à l'intérieur. Des tons, des fois, je suis dans c'est à ce moment-là que la vision arrive. Voilà. La difficulté, c'est de savoir est-ce que c'est du mental ou est-ce que c'est une vraie vision. Alors souvent, quand c'est une vraie vision, il se passe quand même quelque chose. C'est-à-dire, je ressens que c'est différent. Maintenant, avec l'habitude, je ressens que c'est différent. Mais j'aime pas faire des interprétations. Donc, j'attends, toujours. Je dis rien. J'en parle toujours à mon mari. Je dis, voilà, j'ai vu ça. Donc, voilà. Donc lui est toujours au courant, mais sinon je le dis pas, et j'attends de voir si ça se passe, et qu'est-ce que ça veut dire, et quels sont les symboles de ça. Et en fait, voilà, c'est pareil, quand il y a des symboles archétypales que je peux voir, je me suis toujours tout de suite dit, mais non, ça c'est un archétype. Donc qu'est-ce que ça signifie? Voyons plus loin. Voilà. Est-ce que c'est l'énergie? Alors pour moi, c'est l'énergie, ça représente l'énergie du lieu où je suis. Donc voilà, et après il se passe des tas de choses que je ne sais pas, je me laisse complètement guider, et puis voilà, et puis des fois je ne sais pas l'interpréter, mais je le vis. À un moment donné, j'y vois une interprétation, mais ça peut arriver 4 mois après ou 5 mois après, et en tout cas je pense que ça arrive dans les livres, parce que tous mes livres je les ai écrits très très vite, et il y a deux parties en moi, hein.
il y a toujours, j'écris, puis à un moment donné, j'écris, puis je dis non, mais ça, il faut quand même que je le vérifie, quoi. Je ne peux pas écrire comme ça sans avoir vérifié. Donc après, il y a une part de moi qui va aller rechercher, qui va compléter, ou pas. D'ailleurs, des fois, quand je complète trop, en général, je me dis, c'est pas bon. Donc, j'enlève. Tu as toujours ton petit côté scientifique. Oui, toujours. Toujours. Je vais terminer avec mes synchronicités. Il y en avait une autre, c'était rigolo. Je lisais celui-là, La conscience éveillée, page 142, je la fais courte, mais toutes les épreuves et tous les cheminements spirituels qu'on peut faire, dans la conscience éveillée, c'est pas trop c'est l'expérience, l'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Voilà, ça sortait pile là-dessus. Et donc, je suis en train de lire l'importance, ce n'est pas le but, mais le chemin. Pof, à la télé. Je regardais pas la télé, j'étais en train de lire le livre. À la télé, qu'est-ce que j'entends dans Antoinette, dans les Cévennes? Eh bien, que l'important, c'était le chemin. Elle est en train de tirer son âne comme une malade. Mais pile au même moment. Mais c'est marrant comme tout. Alors bon, le côté scientifique, parce que là, on peut partir en vrille vite fait. Et d'ailleurs, tu précises que Jung demande de faire attention à la Kundalini. Oui. Effectivement, il ne faut pas tout ouvrir non plus. Hein. Non, et d'ailleurs, moi, je pense que heureusement que j'avais ce côté scientifique, terre à terre, très ancré quand même. Hein, parce que vraiment, je pense qu'avec un truc comme ça, on peut finir... voilà. Et heureusement que tu as un mari qui est gendarme. Enfin, oui, et puis après, il y a des enfants, donc il faut vite revenir sur Terre et se réancrer. Et donc, quand on fait comme ça des expériences comme ça, pour moi, c'est important d'avoir un suivi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'ouvrir et s'ouvrir fortement. Et j'en ai reçu, moi, dans mon cabinet, que j'ai accompagné et qui m'ont dit « mais je suis possédée par un démon ». Ils ont fait une expérience spirituelle, donc d'hypnose, etc. Et ils ont ressenti les vibrations du corps et ils se sont dit « je suis possédée ». Et donc il a fallu qu'on travaille ensemble plusieurs séances pour qu'elles puissent avoir confiance et comprendre que non, elles ont cette sensibilité qui est sortie d'un coup et elles peuvent ressentir toutes les vibrations du corps on peut les balader dans son corps, les vibrations. Hein. Oui. Donc, Non, mais parce qu'il n'y a pas de... on n'est pas possédé. Alors, en Martinique, non, il n'y a pas de... En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc, ils se sont auto-possédés. Alors non, en fait, ils ont fait une formation d'hypnose où ils ont testé l'hypnose spirituelle. Et en fait, quand ils ont fait cette hypnose-là, après, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et depuis, elle dit, je rentre chez moi, je ressens des choses, etc. Et donc, la personne est venue me voir en me disant, il m'arrive quelque chose, ça va pas, je me sens possédée. Ce qui était, en fait, pas juste, quoi. Mais du coup, le mécanisme, comme je le connais bien, l'ouverture comme ça, un petit peu spontanée, avec toutes les sensations qu'il peut y avoir, je lui dis, non, on va travailler là-dessus. Donc, de fil en aiguille, elle a vu que toutes ces vibrations, elle pouvait les mettre dans son corps, voyager avec, et que c'était son propre corps qu'elle ressentait, qu'elle n'avait jamais ressenti parce que trop dans la vie de tous les jours. Mais les gens qui méditent beaucoup ressentent cette vibration. Un peu plus fortement. Voilà, mais quand on n'a jamais médité, et que d'un seul coup, on a notre corps qui vibre de partout, mais on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Et cette personne-là était venue comme ça, en me disant ça, et pourtant très terre à terre. D'ailleurs, c'était une personne qui vivait en France. En métropole. En métropole, et c'est exactement ça, en métropole, et qui est repartie. Maintenant, elle est retournée en métropole. Et elle est morte. En atroce souffrance, entourée de démons. Non, elle va très bien. Non, la fin est très bien. Elle va très bien. Donc, personne n'est possédé en Martinique. Écoutez, non, t'as pas bilveusé. Non, en tout cas, enfin, je n'en sais rien. Pour ce que tu as vécu, non. Mais moi, non. Non. J'ai eu des peurs, oui. Mais je me suis tout de suite raccrochée à quelque chose de positif. Oui, tu as transcendé. Tu as transcendé et tu as essayé de réfléchir et de comprendre d'où ça venait. Oui, voilà. On parlera du nucléaire un de ces jours. Mais tu as vécu quoi qui t'a fait le plus peur et qu'éventuellement... tu n'aurais pas trouvé une réponse. Des choses qui m'ont fait très peur et pour lesquelles j'ai pas... À part m'avoir rencontré, bien sûr. Oui, voilà. J'ai vraiment pas eu de peur. Pas vraiment, non. T'as tout transcendé. Non, j'ai eu très peur au début, quand tout s'est ouvert. Parce que je me suis vraiment dit,
que je devenais folle. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce que tu avais un bagage religieux qui aurait pu un peu te maintenir, hein, en plus d'être scientifique? Alors, moi, je suis enfin, je suis chrétienne. Mais c'est bien ça, voilà. Mais c'est très bien. Alors, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion solennelle, etc. Mes parents ont voulu que je fasse tout le parcours. Bon. Mais par contre, depuis après ce parcours-là, je ne suis jamais allée à l'église. C'est moins bien, ça c'est moins bien. C'est moins bien. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mon côté scientifique, peut-être. Ah, Jésus, il n'a pas existé. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'était pas scientifique en fait. Donc c'était pas historique. J'avais écarté un petit peu tout ça. Tiens, oui, déjà. Pour moi, c'était vraiment dans le nucléaire à fond. Ça n'existait pas en fait. Et maintenant, tu y es retourné un petit peu ou pas? Alors, oui, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, et là, quand on va dans les sciences ancestrales, on voit qu'il y a des liens entre le bouddhisme, entre le christianisme, l'islam. Il y a des liens entre tout ça, comme si l'Égypte, comme si la Grèce aussi, comme si il y a eu effectivement un point central de quelque chose, et après des prophètes seraient partis. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein, un peu partout, à droite, à gauche, pour transmettre une parole qui a été plus ou moins modifiée, etc. Donc l'origine, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais transmettre une parole qui permettrait de pouvoir amener une certaine sagesse. Voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Et donc pour moi, il y a un Dieu, il y a quelque chose de divin, la vie a quelque chose de divin, mais que ce soit une plante, une fourmi ou nous, il y a quelque chose de divin, mais je ne le raccroche pas à une religion. Ou alors à toutes les religions. Mais pour moi, il y a quelque chose de divin, ça pourrait très bien être très scientifique. Ah tiens. Hein? Donc voilà, j'ai pas de... J'essaye et je fais vraiment cet effort très souvent de ne pas me rattacher à une croyance. Les croyances, c'est important, c'est très mental, les croyances. C'est très, même transgénérationnel. Donc, j'essaie d'éviter ça. J'essaie toujours de sortir des croyances, du mental, et de me dire, on remet tout à plat. Et on n'a pas de croyances, on recherche. Ne nous emballons pas, voilà. Sortons des croyances. Exactement. J'essaye toujours de faire ça. Et le nucléaire, maintenant, Aurore Larcher. Ton papa, il n'est pas sénateur, hein, pendant que j'ai non, mon père n'est pas sénateur. Non, mais ça aurait pu. Moi, j'aime pas le nucléaire. Je suis désolé. Mais j'aime pas ça. Je trouve quand même que c'est pas bien intelligent d'en rajouter des centrales et même des petites. Hein, ça fait quand même des atomes bien excités sur toute la planète et particulièrement en France. Et en toute chose, il faut considérer la fin, comme disait La Fontaine. Et moi, la fin du nucléaire, je ne vois pas très glorieux. Je sais bien qu'on a besoin d'énergie. Hein, je sais bien, oh là là, il faut bien qu'on puisse s'éclairer à l'électricité. Mais je crains que ça nous crée des temps encore plus monstrueux après. Alors, donc là, vous voulez parler de la sûreté des installations nucléaires, c'est ça ? Même du choix de Gaulle de penser à l'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire. Alors, moi, c'est difficile parce que je ne suis plus les actualités complètement du nucléaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que le nucléaire nous a permis quand même aujourd'hui de pouvoir développer pas mal de technologies, etc. On est d'accord. Je me souviens que mon directeur de la sûreté nucléaire m'avait dit un jour, on travaillait sur, justement, j'essayais aussi de comprendre et d'apprendre. Et il m'avait dit un jour, mais tant qu'il y a de l'argent, il n'y aura pas de souci nucléaire. Et donc, au fur et à mesure, après, quand j'ai évolué dans la performance des installations, etc., j'ai vu toutes les sécurités qui étaient mises en place. Et je peux vous dire qu'il y en a tellement qu'avant qu'il se passe un gros problème, il faudrait vraiment qu'il y ait des soucis financiers. Non, ils ont dit ça aussi au Japon. Hein. Alors, oui. Japon, c'est parce qu'ils n'avaient pas pris en compte une chose, bon après je ne veux pas revenir dessus, mais c'est qu'en fait les générateurs électriques étaient positionnés trop bas et qu'ils n'avaient pas prévu du tout le tsunami. Donc c'est vrai que là... Ça peut toujours arriver, des drames comme ça. Il y a toujours des drames qui peuvent arriver sur des choses qui n'ont pas été prises en compte. Ça c'est sûr. En revanche,
sur la sûreté des installations, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, aujourd'hui la situation est tellement complexe politiquement que je crois qu'il faut... Moi je suis assez pour faire un petit peu de tout, mais pas trop de tout. C'est ce qu'ils sont en train de faire, bien sûr. Voilà. Néanmoins, ils n'abandonnent pas le nucléaire parce que de toute façon, on est pris à la gorge. Ouais. Néanmoins, je crains que cela nous fasse des problèmes dans le futur. Alors c'est possible, on a vu. Tu as vu, toi, en t'allongeant sur ton lit, éventuellement, des choses un peu apocalyptiques ou gênantes? J'ai pas regardé l'aspect nucléaire. Bon, tu me téléphoneras. En revanche, ce que je peux vous dire, une chose qui m'est arrivée, comme quoi l'interprétation est vraiment importante. J'ai ressenti, à un moment donné, que la montagne Pelée, qui est la montagne, le volcan qui est en Martinique, allait exploser. Et pour moi, c'était prégnant et rapide parce que je ressentais une pression à l'intérieur de moi et je sentais que ça n'allait pas, que la Terre n'allait pas. Je suis souvent très branchée sur la Terre quand même. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va se passer quelque chose, je le sens, je le sens, je le sens. Donc, dans mon interprétation mentale, je me suis dit, c'est la montagne Pelée. Ben forcément. Et pas longtemps après, il y a le volcan de Saint-Vincent, qui est dans l'île à 180 km à côté, qui a explosé. Ils ont réussi à prévenir les gens la veille, ils ont réussi à partir, mais il y a eu une explosion avec des coulées de cendres, enfin, ça a été dramatique. Comme à Saint-Pierre, dans la Martinique. Exactement, et dans les îles d'à côté, ça a été dramatique aussi. Et là... Ça va mieux après. Tout s'est relâché chez moi. Oui, c'est vrai qu'il y a les volcans, c'est peut-être aussi même plus inquiétant que les centrales nucléaires. En fait, oui, et surtout... Et puis vous êtes tranquille en Martinique, il n'y a pas de centrale nucléaire. Non, il n'y a pas de centrale. Pas fou quand même. Voilà. Par contre, ça montre bien que quand on vit des expériences spirituelles ou qu'on ressent des choses, il ne faut pas avoir une interprétation. Tout de suite droite, oui. Parce que là, je me suis trompée. Quasiment. Oh, et tu l'as vu quand même ton volcan. Mais je me suis trompée. Oui, on peut vite se tromper. Voilà. C'est pour ça que les médiums, il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge sur les médiums quand ils se trompent un petit peu sur le temps ou autre. Je reviens sur le nucléaire. C'est parce que quand je lisais ta vie dans tes livres, je me disais, bon, elle a eu son burn-out, elle a plus possible d'avancer, elle en avait ras-le-bol. Est-ce qu'en toi, justement, ton âme te disait pas arrête le nucléaire? C'est ça que je voulais t'entendre dire. Non, tu l'as pas ressenti comme ça. Non, mon âme me disait c'est pas ton truc. Je le savais déjà. À 10 ans, j'avais lu des pages de Freud et j'avais dit waouh, c'est super. Ah oui, quand même. Et puis bon, mon père est ingénieur, voilà, donc j'ai suivi le flot du travailleur. Et donc j'étais pas sur ma route. Et donc le nucléaire et puis tout ce monde très guindé, très dans l'ego. Les masques, etc. Oui, enfin, dans toutes les entreprises, c'est comme ça, tu sais. Bon. Mais c'était difficile. Oui, et j'étais pas à ma place. Enfin, c'était pas parce que c'était du nucléaire que c'était... Non, c'était pas parce que c'était d'accord. Je suis désolée. Non, mais d'accord. Dis donc, Aurore... j'allais dire Aurore Berger, excusez-moi, je suis très politique en ce moment. Non, Aurore Larcher. Oh, oui. Faut qu'on se quitte. Faut qu'on se quitte, mais il faut bien. Hein. C'est une épreuve de plus. Oui. On va en tirer une conclusion. On va essayer de la vivre bien. On va la transcender. Il faut qu'on se quitte aussi. Je te laisse le mot de la fin. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette conversation à bâton rompu. Le mot de la fin, c'est quand vous vivez des expériences. Prenez toujours la quintessence de ce que vous vivez et dites-vous pourquoi je vis ça. Pourquoi? Qu'est-ce que la vie me donne là à apprendre et à comprendre pour pouvoir avancer dans ma vie? Et vous verrez que c'est extraordinaire. Expérience ou épreuve. Ou épreuve, c'est extraordinaire. Ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive jamais par hasard. Et c'est extraordinaire parce que quel apprentissage! Si on sait en tirer la petite quintessence de cette expérience. Voilà. Merci. Aurore Larcher, son dernier livre, en 2023 en tout cas. 2023. Écoute ton âme, elle te parle.